Allez, c'est parti, hein? Oui, on est déjà à la deuxième période de la grande team. Merci d'être avec nous, merci de bien commencer la semaine en notre compagnie. Et vous savez que, ouais, ce serait bien de passer le message autour de vous. On est déjà très nombreux. Et bien, plus on est de fous, plus on rit. Donc, passez le message autour de vous. Dites simplement qu'on est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3, ou encore en téléchargeant l'application mobile RTI Mobile. Oui, comme ça, peu importe où vous êtes dans le monde, eh bien, vous pouvez passer cet instant sport, cet instant décryptage de l'actualité sportive en notre compagnie du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Eh bien, on est en direct. Vous savez que vous pouvez interagir avec nous. Où ça? Eh bien, tout simplement sur la page Facebook de la 3. Henri Jo, il est de retour. Il est de retour, hein, Débimpe. Vous avez passé le week-end là-bas. Dites-nous la vérité. Non, après le match. Bon, c'était bien. C'était bien. Ah ouais, une belle ambiance. Hein. Une belle ambiance, une bonne mobilisation, un bon match entre deux grosses équipes. Et ouais. puis, au finish, une victoire d'une équipe. On va en parler dans quelques instants. Pour le moment, eh bien, il est temps d'accueillir sur le plateau de la grande team celui qui va passer un petit moment en notre compagnie. Et oui, c'est un grand passionné de football, mesdames et messieurs. Il est le promoteur de la Nuit du football africain, un événement qui distingue les acteurs du ballon rond sur le continent. Eh bien, merci d'accueillir comme il se doit Monsieur Yves Sawadogo. Yves Sawadogo, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ben, ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, avec la crise sanitaire, où est-ce que vous en êtes dans l'organisation de la Nuit du football africain? Ben, comme on a pu le constater un peu partout, donc une année difficile, Covid oblige. On a préféré reporter l'édition de cette année pour l'année 2021. D'accord. Voilà. Donc il n'y en aura pas en 2020? Non, malheureusement pas. D'accord. Alors c'est vrai qu'en cette édition, est-ce que vous pensez être sur la bonne voie par rapport aux objectifs que vous vous étiez fixés au début? Mais c'est vrai qu'on a fait du chemin, mais surtout c'est une année qui nous permet justement de réorienter notre politique, mais surtout de mieux se préparer pour l'édition de 2021. Malheureusement, on ne peut pour l'instant se prononcer parce qu'il faut attendre de voir comment la situation du Covid évolue, oui. Surtout vu que tout est à l'arrêt. Oui. Bon, on espère que les choses reprendront, que les stades s'ouvriront au public. Oui. Et à partir de là, on pourra, je pense, vous donner plus de précisions sur le lieu et la date justement de la prochaine édition, de la 7e édition de la Nuit du football africain. D'accord. Alors, vous sillonnez les capitales africaines avec ce concept, avec cette cérémonie. Est-ce qu'on doit comprendre par là que vous avez du mal à trouver votre base finalement? Mais non, c'est vrai qu'à la base, c'est vrai que cet événement est né ici à Abidjan. Donc, 4 éditions après, on a jugé bon d'aller ailleurs parce que des opportunités s'offraient à nous. Mais rappelons que c'est un événement panafricain. Mais je pense qu'aujourd'hui, on aspire à se poser quelque part. Et je pense que nous avons trouvé un pays qui s'intéresse beaucoup à cet événement. Et je pense que c'est... Lequel? Ah bah attendez. Le Togo. La dernière édition s'est bien passée à Lomé. Oui. Il y a eu une forte mobilisation, une forte implication des politiques. Et c'est une très belle capitale, je dirais, Lomé. Donc, pourquoi ne pas s'opposer à Lomé? D'accord, très bien. Oui, vous avez une question? C'est la question que je voulais poser d'ailleurs. Parce que l'année dernière, tout le monde était au Togo avec le chef de l'État. C'était une formidable cérémonie. Et du coup, nous, on se disait avant, mais pourquoi ne pas se fixer, se baser à un endroit bien connu, de sorte à fidéliser, de sorte à imposer une grille véritable pour permettre à ce prix-là d'avoir de la stabilité. Parce qu'on a entendu par moments que vous avez beaucoup de difficultés pour finaliser l'organisation de ce prix-là. Mais bien sûr, parce qu'on dit, on dit que le chemin, c'est en marchant que le chemin se ferait.
nous avons eu des débuts très difficiles, mais bon, je pense que c'était des débuts, comme tout projet voilà, qui naît au début, rencontre des difficultés. Mais chemin faisant, au fil du temps, je pense qu'on a trouvé une certaine assise. On a gagné en expérience. D'ailleurs, les deux dernières éditions à Ouagadougou et à Lomé se sont très bien passées. Oui. On a eu moins de difficultés parce que, bon, peut-être on a eu aussi des soutiens de taille. Mais je pense qu'après 5 éditions, on avait gagné en expérience, ce qui nous évitait justement de certaines erreurs au début. D'accord. Voilà. Alors, concrètement, hein, une cérémonie comme la nuit du football africain apporte quoi au développement du football africain, à part récompenser ses acteurs? Ben, je pense que, pour moi, c'était l'occasion de créer une rencontre supplémentaire qui puisse permettre aux différents acteurs du football africain de se réunir. Je reste fortement convaincu qu'à chaque fois que ces acteurs auront une opportunité, une rencontre, c'est aussi l'occasion justement de mener des réflexions sur le développement de notre football. Donc, c'est un rendez-vous supplémentaire qui permet justement à nos légendes de se retrouver. Il fallait trouver cette symbolique. Mais excusez-moi, hein, mais en quoi est-ce que cette cérémonie se distingue ou se différencie du moins des CAF Awards, par exemple? Alors, les CAF Awards, c'est bien différent parce que les CAF Awards récompensent justement le joueur africain en activité. Sauf que là, nous avons un événement qui rend hommage aux légendes du football africain. Donc, ceux qui sont plus en activité. D'accord, d'accord. Non, non, on en garde pour tout à l'heure des questions. Voilà. Allez, mesdames et messieurs, hein, monsieur Yves Sawadogo, le promoteur de la nuit du football africain, est sur le plateau de la Grande Team. Il est avec nous pendant un petit moment. Donc, si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez le faire en allant tout simplement sur la page Facebook de la 3. Eh bien, on va parler football, hein, évidemment. Avec plaisir. Ah, ben ça tombe très, très bien. On est parti pour l'actu. Ah, on va parler de l'inauguration du stade olympique Alassane Ouattara. Eh bien oui, hein, ça y est, la Côte d'Ivoire dispose enfin d'un stade digne de ce nom. L'inauguration du stade olympique Alassane Ouattara des Bimpe a eu lieu le samedi dernier. Alors, nous sommes au niveau de la sécurité. Comme cela a été dit, tout le monde a son cache-nez. Moi, j'ai le mien. Les autres qui sont derrière, ils ont leur cache-nez. Alors, il y a différentes étapes pour les mesures sécuritaires. Il y a l'entrée pour la presse, il y a l'entrée pour le grand public. Donc, derrière moi, vous verrez, par exemple, les militaires, vous verrez les agents de sécurité. De l'autre côté, à ma droite, tout le monde est mobilisé actuellement. Toute la population se réunit ici. Toutes les couches sociales sont réunies ici pour pouvoir, de vive voix, célébrer et pouvoir inaugurer ensemble ce stade des Bimpe. Nous sommes dans les bastions de l'Afrique, nous allons les écouter. Parce qu'à chaque derby, il n'y a pas d'amusement. Nous, on ne connaît pas les matchs de gala, les matchs amicaux entre l'Afrique et la SEC. On gagne ou on gagne. Assez d'ambiance ici, au stade des Bimpe. Après les supporters de l'Africa, nous sommes avec ceux de la SEC Mimosa qui vont mettre un peu d'ambiance. À qui je vais arracher quelques mots. Alors, comment on se sent à quelques minutes de ce début de match entre la SEC et l'Africa? Nous, les actionnaires, nous sommes prêts. Vous voyez un peu l'ambiance déjà. Donc, on s'est déjà préparé. On n'abandonne jamais. Nous sommes vivants, assis. Et puis, voyez là,
gagner. Quel est votre état d'esprit avant ce derby-là? Un match à 5 Africa, ça se vit et ça se joue. Il n'y a jamais un résultat avant. On va se battre comme on a l'habitude de se battre pour pouvoir gagner ce match. Quelques minutes de ce match, comment vous vous sentez en tant qu'entraîneur de la SEC? Impatient de rentrer sur le terrain. Quand on voit la foule, tout ça qui est là, on pense que les joueurs vont être très motivés. Maintenant, on n'a pas encore pu s'échauffer, donc on attend que le protocole se termine. C'est toujours compliqué dans ces grands événements. Donc voilà, on essaye de se préparer, on est impatient d'aller jouer un match de football. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Nous sommes là pour l'inauguration, certes, mais il y a un match qui va marquer le coup. Un match entre les deux grosses équipes de notre pays, la SEC et l'Africa. On ne peut pas laisser partir le sénateur sans avoir à connaître son équipe qu'il supporte et puis son pronostic pour ce match. Monsieur le maire vous le dira, Anyama reçoit, Anyama dit que le meilleur gagne. On ne peut pas aussi laisser partir le maire. J'ai dit, le meilleur. Pas le meilleur. La SEC doit gagner l'Africa. Voilà, la SEC doit gagner au moins 2-0. C'est l'Africa qui va gagner. La SEC va gagner. L'Africa qui va gagner. La SEC qui va gagner. L'Africa qui va gagner. Ah, c'était chaud. N'est-ce pas, Henri-Jo? Oui, c'était chaud déjà au niveau des autorités administratives de la commune d'Anyama. Il y avait cette petite bataille-là entre ceux qui supportent la SEC et ceux qui supportent l'Africa. Dans le public, comme vous avez constaté, il y avait une ambiance folle au niveau des comités d'animation, notamment avec le mur jaune de la SEC Mimosa. Et de l'autre côté, l'Africa Sport Nouvelle Génération aussi qui était présente pour ce match. Et bien voilà, une très forte mobilisation. Au-delà des différents supporters, les Ivoiriens ont effectué nombreux déplacements du stade Alassane Ouattara de Bimpe. Vous y étiez, M. Sawadogo? Non, malheureusement. Ah, bon, quand vous voyez ça, alors, toutes ces images, toute cette ambiance. C'est vrai que c'était de très belles images avec un très beau stade. Je pense que c'est quelque chose d'énorme et je pense que la Côte d'Ivoire a enfin un stade à la hauteur de la grande nation du football qu'elle est. Alors finalement, une rencontre à SEC Africa, ça crée quand même toujours de l'émulsion, Jean-Philippe. Oui, il n'y a pas de petite rencontre entre ces deux équipes. Je pense que les supporters l'ont déjà dit. Voilà, un ASEC Africa est toujours mythique. Un ASEC Africa va toujours rester dans les annales, même si la prestation des joueurs, souvent, n'est pas à la hauteur. Mais là, on sort d'un événement assez intéressant l'année passée avec ce qui s'est passé, la remobilisation, je dirais, je ne veux pas dire virtuelle, mais grâce aux réseaux sociaux des supporters des deux équipes, victoire finale de l'Africa. Il y avait cette petite revanche dans les airs, surtout du côté de la SEC d'Abidjan, et personne ne voulait se faire compter cette opposition. Donc, il était bien évidemment normal de voir autant de personnes dans ce stade, surtout avec cette rencontre en point d'orgue de cette inauguration du stade olympique de Bimpe. Non, en fait, il y avait deux événements en un quand même. L'inauguration du stade en lui-même, une inauguration qui en elle tout seul aurait déplacé les Ivoiriens, comme ça a été le cas pour cet événement. L'événement était magnifique. Et puis, en plus, il y a ce fameux match qui est le match phare de notre football, sur le baromètre du football ivoirien, entre les deux grandes équipes, les deux meilleurs clubs de notre football, dans un contexte assez particulier, un contexte de crise où on n'a pas vu jouer au football au plan local depuis le mois de mars. Donc, on avait tous envie de revoir un peu notre football. Eh bien, il y a eu ce match-là, un très beau match, une belle équipe de la SEC, une bonne équipe de l'Africa. Donc, tous ces éléments réunis ont fait qu'on a assisté à ça, à ce spectacle-là, à cette mobilisation, à cet engouement. Un engouement suscité par tout le monde, à tous les niveaux, autorités, artistes, réseaux sociaux, journalistes, supporters, enfin bref, comme tous les Ivoiriens unis comme un seul homme derrière ces deux événements, l'inauguration du stade Alassane Ouattara et le match, le fameux derby ASEC Africa. Eh bien, on a été bien servi. Ça a été une fête exceptionnelle du côté des BMP. Alors, je vais vous poser la question à vous, Henri-Jo. Qu'est-ce que vous avez pensé du stade en lui-même? Le stade Alassane Ouattara de Bimpe est un très beau stade. Un très grand stade. Vraiment, nous nous sommes perdus à des moments, puisqu'il fallait aller de gauche à droite pour essayer d'arracher des mots aux autorités, aux supporters. Et arrivé à un moment, c'était un peu compliqué de pouvoir rallier tous ces endroits. Mais quand même, nous avons, avec notre équipe, notamment Yellow et Béatrice Nicole, nous avons essayé de parcourir ce stade-là. Mais vraiment, il faut le dire, c'est un
très, très grand stade. Et des endroits étaient difficilement trouvables à des moments. Mais l'essentiel, on a pu faire ce que vous avez vu et puis d'autres éléments à venir. Est-ce qu'il est à la hauteur de vos attentes, le stade? Moi, je pense que oui. Enfin, la Côte d'Ivoire a un très beau stade. Oui. Je pense, voilà. Il fallait. Mais d'ailleurs, je pense que c'est de façon symbolique. C'est un stade qui vient au moment opportun. Il y a la Coupe d'Afrique qui se dessine en 2023. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'énorme pour la CAN bientôt. Jean-Philippe. Pour y avoir été, j'ai été vraiment subjugué parce que présent dans la tribune VIP, oh, on avait... sympa. Oui, mais non, mais je l'ai dit. On avait déjà compris. Il faut le Vous dire quand méritez un même. carton Non, mais jaune. sauf que c'est vrai que quand on va dans des enceintes comme ça, la chose qui marque aussi tout de suite, c'est d'aller dans l'espace VIP. Voilà. Et de voir comment les VIP peuvent être accueillis. Donc je pense qu'il a raison. Non, mais non, ce que les téléspectateurs doivent savoir, c'est que depuis, avant l'émission, j'étais un truc VIP, j'étais un truc VIP. Bon, c'est bon, maintenant, on le sait. Mais c'est normal. Mais en fait, c'est l'effet visuel que j'ai eu de par ma position. C'est-à-dire que, étant au deuxième niveau, on avait l'impression même d'être proche du stade. Et souvent, pour avoir été au stade Houphouët-Boigny, on sait que quand on est dans certains endroits, à cause de certains piliers apparents, on a du mal à voir tout le terrain. Mais là, on n'a pas cet effet. L'éclairage aussi, à partir de la nuit, je pense que Rujo ne me dira pas le contraire, on a un éclairage qui fait disparaître les ombres. C'est-à-dire que quand les joueurs sont sur le terrain, on ne voit aucune ombre autour d'eux. Ouais. Donc j'étais vraiment impressionné par les prouesses techniques qui ont été réalisées par les ingénieurs dans la conception de ce stade. Vraiment, c'est un véritable joyau. Moi, je le dis, j'espère tout simplement que la Côte d'Ivoire va en avoir d'autres de cet ordre. Gigantesque, énorme, magnifique. Stade à 3 niveaux, 4 années de travaux. Sur ce que j'ai pu entendre, 2000 Ivoiriens, 600 Chinois mobilisés pour les travaux, 63 milliards de francs CFA. Un stade qui ressemble à notre pays. C'est bien, c'est magnifique. Et puis derrière, il y a eu tout ça, construit sur une superficie qui tourne autour un peu plus de 20 hectares. C'était tout simplement fabuleux. Et ça, c'est très bien. On avait déjà vu ça à la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010 avec le stade de Johannesburg qui avait un style pareil. Là, c'est chez nous, c'est une fierté. Quand vous êtes dans l'enceinte, vous avez le sentiment d'être très proche de l'événement et bravo à tout le monde. C'est vous le maître d'œuvre? Magnifique. Bravo. Je ne sais pas, je me pose des questions. Je suis fier. Il est fier. Voilà. Exactement. C'est un très beau stade. Oui. Non, mais on est fiers, en tout cas. On va parler du match en lui-même maintenant. Bah oui, les temps forts, Henri Jo. Le match en lui s'est résumé à un doublé d'un défenseur de la SEC, Mimosa. On va suivre les temps forts de ce match avec d'abord un premier but intervenu à la 11e minute sur un coup franc obtenu par la SEC Mimosa. Ce n'est pas l'élément qui apparaît, mais c'est un but qui est venu à la suite d'un coup franc obtenu. C'est Stéphane Azizki à la baguette qui va envoyer ce ballon d'abord détourné par le portier Yellow Ruben qui était là, Conan Yao Kevin, qui est venu de l'AFAD, qui va propulser ce ballon dans les buts vides de l'Africa. À la 11e minute, la SEC mène 1-0. On revoit l'action et je dirais peut-être l'erreur du portier de l'Africa. Et puis le deuxième but, c'est un autre coup de pied arrêté. Toujours le même Stéphane Azizki, qui lui aussi est venu de l'AFAD. Cette fois-ci, la défense de l'Africa va regarder jouer les attaquants de la SEC. Et encore lui, pour le doubler, Yao Kevin Conan, qui va marquer le deuxième but de la SEC Mimosa. Et le match va s'achever sur ce score en faveur de la SEC Mimosa, 2-0. D'accord, très bien. Vous avez trouvé le match comment, monsieur VIP? Je dirais à un sens unique, parce que les joueurs de la SEC ont été ultra dominateurs du début jusqu'à la fin de cette opposition. L'Africa n'a pratiquement pas existé. L'Africa n'a eu aucun moment de domination. Voilà, mais on ne s'est pas ennuyé. L'ambiance était suffisamment belle et puis la rencontre était le clou du spectacle. On attendra de voir ce que cela va donner lors d'une prochaine confrontation. Je l'espère encore dans ce stade, à ma place VIP.
Alors, pour le match, je dirais l'équipe de l'Africa, normalement, devrait dominer cette rencontre. Puisque déjà, l'Africa a joué le Racing Club, l'Africa a joué le FC San Pedro, la SEC n'avait pas encore disputé de match amical, donc c'était son premier match. Et on a senti plus les joueurs de la SEC motivés, plus un bon collectif par rapport à l'équipe de l'Africa. On n'a pas compris cela. Peut-être l'élément qui va venir après, les entraîneurs nous diront pourquoi ça s'est passé ainsi. D'accord, mais je veux dire, le fait qu'ils aient déjà foulé la pelouse, qu'ils aient déjà joué, bon, je veux dire, si c'était une science, on le saurait quand même. Une science, mais elle n'est pas exacte. L'équipe de l'Africa, voilà, je veux dire. l'équipe de l'Africa. Ben oui. Non, pour une équipe qui à mon sens, a 2 matchs dans les jambes, elle est mieux. Elle est mieux. Non, c'est pas toujours sûr. Collectivement, ça devrait être plus fluide que la SEC Mimosa, normalement. Je pense que tout dépend aussi de comment les matchs sont préparés. Vous savez, on a bien avant, j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux, pas mal de gens qui chahutaient le club de l'Africa, c'est lequel des clubs qui se font. Donc je pense que travailler dans la sérénité permet effectivement de mieux aborder, de mieux préparer un match, je pense. Absolument. Pas forcément le nombre de matchs joués avant, mais travailler dans un cadre beaucoup plus calme facilite les choses. Exactement. Alors, la qualité de la pelouse a été également décriée par certains observateurs. Comment vous l'avez trouvé, vous, Roger Stéphane? Bon, j'avoue qu'on a senti quelques difficultés par rapport aux 2 équipes. Moi, j'ai pu joindre quelques amis du côté de la SEC Mimosa qui ont dit que l'entraîneur Julien Chevalier a estimé que la pelouse est bonne, mais elle n'a pas été suffisamment mouillée par rapport à ce match. Donc, c'est ce qui l'a rendu un peu difficile. J'ai pu joindre Diaby Almami, l'entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan, qui a dit que la pelouse était lourde, qu'elle empêchait de développer le jeu. Et elle retenait un peu les joueurs, donc entachait un peu la qualité du jeu. Je pense que c'est ce qui explique un peu l'état de la pelouse. Mais l'un dans l'autre, on a vu quand même un bon match, notamment une très bonne équipe de la SEC Mimosa, qui, à mon avis, était mieux organisée que l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Yann Zébré a été très bon en défense. Stéphane Aziz, là, le numéro 10, il a été très bon sur ce match. Baye Thierry également a été très bon. D'accord, non, restons sur la pelouse. D'accord, donc voilà la pelouse. Oui. Non, concernant la pelouse, il faut noter tout simplement. Rapidement. Oui, il faut noter tout simplement qu'ils ont décidé de la laisser mûrir un peu plus par rapport au match des éléphants qui doivent arriver ici. Donc, ils laissent la pelouse, je voulais dire grandir, mais oui, pousser un peu plus pour une meilleure tonte le jour de la rencontre des éléphants. Donc, c'est ce qui a expliqué tout simplement que cette pelouse-là avait cette hauteur. D'accord, très bien. Allez, l'après-match, on le vit également ce soir sur le plateau de la Grande Team. Voici quelques réactions, justement, à la sortie du terrain. Je dirais un peu plus de sérieux et aussi d'expérience. La prochaine fois, on essaiera d'être encore beaucoup plus rigoureux et j'espère qu'on arrivera à faire beaucoup mieux. Après 2 matchs nuls face au Racing et au FC San Pedro, la SEC vient de battre votre équipe. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bémol à votre préparation? Non, nous, on continue la préparation. Ce match, on ne savait pas qu'il y avait un match. À 1 mois de cela, nous, ça fait déjà 3 semaines que nous travaillons. On a joué contre FC San Pedro qui est 2e qui est africain et Racing qui est africain. Et on vient de jouer contre 3e du championnat. Le travail continue. Mais il faut reconnaître que les enfants sont rentrés timidement dans le match. Et puis un match à 5 africains, ça se gagne sur les détails. Nous avons eu deux coups de pied arrêtés. La SAC a su en profiter et puis la SAC a gagné. Monsieur Chevalier, quelles sont vos impressions après ce match? Je suis très content pour les joueurs. Quand je vois les efforts qu'ils ont fournis aujourd'hui, comme vous dites, construire l'équipe, c'est avec eux. On a besoin qu'eux comprennent, qu'eux s'impliquent dans le projet. Et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, ils avaient été très cohérents et fait preuve d'une belle cohésion entre eux. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à mettre en place parce qu'on a une nouvelle équipe, beaucoup de nouveaux joueurs, pas mal de changements par rapport à la saison dernière. Et ils se sont tout de suite fondus dans ce groupe et dans ce projet. C'était pas un match facile à jouer parce qu'un derby c'est toujours compliqué. Et en plus un derby quand on est en pleine préparation, quand le match est improvisé au dernier moment et qu'en plus il faut attendre 2 heures avant de le jouer,
Ça se joue en mental, mais comme souvent les derbies justement. Et ils ont fait preuve d'un bon mental aujourd'hui, donc ils sont à féliciter. Nous retrouvons l'honorable Seka Ouattara, député d'Anyama, et un autre, M. Karamoko, cadre d'Anyama. Alors M. Karamoko, vous avez pronostiqué 3-0 pour la SEC Mimosa. Finalement, c'est 2-0. Finalement, vous n'êtes pas loin du compte. Nous n'avons pas l'intention d'humilier quand même l'Africa en si grand jour. C'est un jour mémorable pour nous, population d'Anyama. Vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire? Je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est le sport. En venant ici cet après-midi, on savait qu'il allait avoir un vainqueur et un vaincu. Mais ce que je retiens, il n'y a pas de vaincu, il n'y a pas de vainqueur. C'est la jeunesse ivoirienne, c'est la jeunesse d'Anyama qui gagne. Nous avons partagé aujourd'hui beaucoup d'émotions. L'émotion, c'est d'abord de bénéficier de ce beau stade, ce joyau architectural offert aux jeunes générations par le président Alassane Ouattara. Nous avons vu aussi des belles compétitions, des beaux athlètes qui nous permettent d'espérer que les sportifs ivoiriens continueront toujours, grâce à ces infrastructures, de porter toujours haut le flambeau de la Côte d'Ivoire. Alors je souhaite plein succès aux athlètes, plein succès au club, et que grâce au sport qui rassemble, grâce au sport qui nous unit, grâce au sport qui efface toutes nos différences, nous puissions toujours construire une Côte d'Ivoire de fraternité et de paix. Bon, ben, c'était un beau match, hein, même si le résultat, on a fait pleurer quelques-uns. Mais bon, c'est pas grave. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur les réactions des deux entraîneurs, évidemment. Alors, Roger Stéphane. Non, dans l'ensemble, ils disent que bon, le démarrage a été difficile, hein, parce qu'on est tous en pleine préparation en ce moment. La SEC a essayé avec son organisation. Ça n'a pas été facile pour les joueurs. Diaby Almami aussi l'a dit, ces garçons ne sont pas encore totalement au top. Et on l'a vu d'ailleurs sur la prestation des joueurs. Yelo, le portier, avait des sorties hasardeuses. Les deux défenseurs centraux, Darko et Kobena, étaient très très lourds. Chikézié a essayé, mais il était brillant. Anx a donné ce qu'il a pu, mais malheureusement. Donc ça montre que les équipes ne sont pas encore bien préparées. Et donc les entraîneurs dans l'ensemble sont, à mon avis, sont très très objectifs. Ce n'est pas encore la préparation optimale pour la véritable reprise. Mais bon, ils ont essayé. Bon, le résultat n'est pas mal, mais on peut faire mieux sur la suite des événements. Alors, je retiens que c'est sur des détails que voilà, le résultat, le match s'est soldé, notamment avec ces 2 coups de pied arrêtés de la SEC à Mimosa. Dans l'ensemble, c'est vrai, la SEC a eu la possession, mais l'élément à retenir, c'est que c'est sur des détails que la SEC a pu battre l'équipe de l'Afrique. Jean-Philippe. 3 éléments. Occupation efficiente de la part de l'équipe de la SEC d'Abidjan. Déplacement synchronisé. Et puis, je dirais que sur les coups de pied arrêtés, on sent une équipe de la SEC d'Abidjan qui a énormément travaillé au niveau des entraînements, des séances d'entraînement. D'accord. Monsieur Sawadogo, 2-0 pour la SEC. Vous avez ri ou vous avez pleuré? Ben, c'est vrai que... Je suis à sec, hein. Ah, d'accord. Mais bon. Donc, c'était une bonne soirée pour vous. Une très belle soirée. D'accord. Allez, ben voilà, hein, en tout cas, on espère que vous avez vibré autant que nous, parce que c'est vrai que c'était une cérémonie extraordinaire, et puis le match a été la cerise sur le gâteau, et on sait que vous avez passé un bon moment en région. Bien sûr. Et vous, en loge VIP. Allez, Monsieur Sawadogo, on revient à vous un petit peu. Alors, en dehors de la nuit du football africain, vous êtes à la tête d'une agence d'événementiel, marketing sportif, médias et communication, networking, gestion du patrimoine, assistance juridique. Bon, ça fait beaucoup. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Juste un cabinet de conseil dans le domaine du foot. C'est voilà, c'est tout. Résumé en... C'est juste plusieurs intelligences créées autour d'une même activité, avec une cible bien précise, donc celle des footballeurs. D'accord. Vous avez qui comme client, forcément? Alors, c'est vrai qu'une partie de nos activités est en pleine implémentation. Voilà, donc on a jugé bon d'ailleurs de créer une structure qui soit à mesure
d'accompagner toutes nos activités. Donc, que ce soit l'organisation de la Nuit du football africain, donc avec des partenaires stratégiques. On vient de lancer un magazine donc, spécialisé dans le football africain, Foot 54 Magazine, qui parle de l'actualité. C'est un bimestriel qui parle de l'actualité du football africain. Nous avons aussi la partie digitale qui se développe sur les réseaux sociaux, donc Foot 54. Et nous travaillons également sur la mise en place d'une chaîne de télévision. Donc ça, c'est la partie média. Nous avons l'intermédiation, c'est aujourd'hui, je dirais de façon stratégique, ce conseil, ce rôle que nous jouons entre les agents et les joueurs. Parce que pas forcément agent de joueur, 100% pour un joueur ou pour un club, mais c'est surtout de faciliter les relations d'affaires entre les différents acteurs, que peuvent être les footballeurs, les dirigeants, ou même justement des mécènes. Et la partie gestion du patrimoine, c'est juste un conseil de façon intelligente en termes d'investissement, surtout dans l'immobilier, parce que le premier réflexe de tous les footballeurs, c'est de s'acquérir des biens immobiliers. Mais très souvent, voilà, ils ont pas mal de difficultés quand il faut, on leur demande de construire plutôt que d'acheter. Donc on essaie d'apporter, je dirais, des conseils de façon stratégique en termes d'investissement. Mais dans tout ça, vous conseillez qui alors? Alors, on peut avoir des noms? Bien évidemment, on a aujourd'hui, on a des clients. C'est vrai que pour l'instant, on reste un peu discret sur les clients qu'on a, mais on les conseille essentiellement sur des acquisitions depuis la Belgique, à Bruxelles, de façon stratégique. Et ensuite, dans les pays d'où ils sont issus, on les accompagne également. C'est une activité qui débute. Donc, on a des clients pour l'instant sur lesquels on préfère garder l'anonymat. On le respecte tout à fait, oui. Moi, j'aimerais rebondir sur ce dernier point de votre activité, le conseil au niveau des différents athlètes. Vous dites tout simplement que vous les conseillez sur l'acquisition de biens immobiliers, sur les investissements dans l'immobilier. Tout à fait. Mais on sait que c'est le football qui leur a permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Bien sûr. Apparemment, vous ne les orientez pas vers l'acquisition de clubs de foot ou le développement d'activités liées au football sur le continent africain. Vous ne pensez pas que cela pose un petit souci? Non, du tout. C'est vrai qu'on peut ne pas conseiller un footballeur dans la gestion de sa carrière, mais aussi l'orienter dans ses acquisitions, dans ses investissements. Je pense que nous avons des activités qui tournent autour du foot, mais on se retrouve effectivement à conseiller certains footballeurs ou à orienter certains footballeurs dans leur choix de carrière. Bon, alors pour investir, il faut gagner de l'argent, mais pour gagner de l'argent, il faut être aussi bien conseillé, il faut débuter une carrière quelque part. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de gérer la carrière du joueur et aussi de l'orienter dans ses conseils, je dirais, dans ses investissements financiers. Ouais. Alors, vous êtes entre les joueurs et les agents. Ouais. Selon vous, est-ce que les agents sont les seuls responsables des déboires, appelons ça des déboires, des footballeurs africains? Bon, je m'attends à la question. Non, je pense qu'aujourd'hui, on essaie de trouver encore une collaboration de façon intelligente. Depuis plusieurs années, on a toujours assisté à des, je dirais, à des tensions entre agents, joueurs. Je pense qu'il y a toujours eu un déficit de communication entre les parties. Alors aujourd'hui, je vous dirais que les torts peuvent être partagés. Autant on trouve des agents qui ne sont pas à niveau, on trouve aussi des footballeurs justement qui ont, pour moi, des ambitions démesurées. Un joueur est conseillé sur la base justement de ses qualités intrinsèques. Tous ne joueront pas au Real de Madrid ou à Arsenal, même si tous ont l'ambition d'aller vers ces clubs. Mais après, il faut savoir aussi évoluer en fonction de ses qualités. Donc, le bon conseiller, c'est celui qui sait tenir compte d'un certain nombre de paramètres pour conseiller. Alors, je dirais, les mésententes ou je dirais les conflits qui peuvent avoir entre ces deux parties,
Les torts sont partagés. D'accord. Voilà, les torts sont partagés. Il y a quelque temps, vous avez proposé à la CAF de se pencher sur la situation des agents et des intermédiaires de joueurs. De quoi s'agit-il exactement? Alors, c'est une proposition faite parce que, encore, depuis toutes ces années, on a observé pas mal de choses. On s'est rendu compte qu'en Europe, le système était très verrouillé. Donc, on ne pouvait pas permettre aux agents africains de travailler comme ils voulaient. Vous prenez la France pour exercer en France, soit vous êtes agent licencié par la Fédération française de foot, ou vous appuyez sur un partenaire local. Et bien évidemment, ce qui permet justement de suivre, de filtrer toutes les activités, tous les mouvements. Et en Afrique, c'est la porte ouverte à toutes ces personnes qui viennent, qui entrent, qui prennent des joueurs, qui repartent. Il y a tout un système, il y a toute une organisation au bout, parce que ça part des clubs qui forment les joueurs, qui se retrouvent très souvent avec beaucoup de litiges, donc beaucoup d'argent de perdu, tout ce qui est indemnité de formation, indemnité de solidarité. Ensuite, on va trouver des Maliens qui sont naturalisés burkinabés, des Burkinabés qui sont naturalisés camerounais. Donc, on ne sait pas comment tout ça s'est passé. Et donc, aujourd'hui, la proposition faite à la CAF, c'est simplement de leur faire comprendre l'importance du rôle que les agents jouent justement dans l'évolution du sport ici. Et ces propositions sont simples. Je pense que quand on veut être agent de joueur, il y a un minimum, je dirais, de connaissances à acquérir sur le plan juridique, sur le plan administratif, je dirais aussi sur le plan marketing. Alors, aujourd'hui, ouvrir la porte à toutes ces personnes qui veulent exercer ce métier sans se former pose problème. Alors, donc, ma proposition est de passer l'examen d'agent de joueur chaque 2 ans, contrairement aux autres années, aux années précédentes, où c'était 2 examens par an. Donc 2 examens par an, vous savez, chaque 6 mois. Donc on a la multiplication des agents au sein d'une seule association. Ça fait trop. Mais surtout, mettre un examen chaque 2 ans, créer au sein de la CAF une commission spéciale qui s'occupe justement du métier des agents de joueurs. La CAF elle est divisée en 6 zones. Donc nommer dans chaque zone un responsable des agents de joueurs. Leur permettre de participer au symposium de la CAF afin d'évoquer les difficultés auxquelles justement ils sont confrontés, mais surtout aussi permettre à tous ces personnes extérieures qui veulent, je dirais, qui s'intéressent à des joueurs dans certaines associations, de s'appuyer sur des agents de l'association en question pour ne serait-ce que faciliter, je pense, les échanges de compétences, de compétences. Je pense que ce serait une bonne chose. Mais aussi permettre à chaque agent licencié de pouvoir créer une société et de pouvoir rendre compte chaque 6 mois, faire un bilan des activités de la société. D'accord, voilà. Eh bien, très bien. Ça y est, on est déjà arrivé à la fin de notre entretien. La nuit du football africain 2020 n'aura pas lieu. Est-ce qu'on a une idée? Malheureusement. On sait à peu près à quelle période elle aura lieu? Malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas se prononcer. Il faut attendre de voir comment la situation du Covid évolue. Je pense que... On espère que d'ici le mois de janvier, on sera situé. Et en ce moment, on pourra sans doute... revenir sur le plateau de la Grande Team. Avec plaisir. Et ben voilà, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Yves Savadogo. Merci. Allez, on va marquer une nouvelle pause dans la Grande Team. Merci à notre invité qui va céder sa place à Dorgelès, qui va arriver et tout nous dire, puisque je vous rappelle qu'on va parler de la finale du Zébier. Il y était, il a des images exclusives à vous proposer. Alors, ne bougez surtout pas, on revient dans quelques instants.